suis Dr Neit Abdelrahman, maître assistante au CHU Parnay. Nous allons faire le cours sur les tumeurs de l'ovaire. Donc, nous allons bien évidemment parler des tumeurs bénignes de l'ovaire et le cancer de l'ovaire. Sachant donc que l'expression tumeur ovarienne englobe tous les processus prolifératifs ovariens, qu'ils soient fonctionnels ou organiques, bénins ou malins, primitifs ou secondaires, d'aspect kystique solide ou mixte, c'est-à-dire solido-kystique. D'abord, il faut savoir que les tumeurs de l'ovaire peuvent se développer à partir des trois constituants de l'ovaire, qui sont l'épithélium célomique, qui recouvre la surface de l'ovaire, le stroma, qui est le tissu conjonctif de l'ovaire, et les cellules germinales. Donc, on peut avoir des tumeurs épithéliales, qui sont les plus fréquentes, les tumeurs du stroma et des cordons sexuels, et les tumeurs germinales, donc, qui dérivent de l'ovocyte. Il faut savoir que ces tumeurs peuvent être bénignes, malignes ou borderline. Donc, nous allons voir les tumeurs bénignes et malignes. Pour les tumeurs borderline ou frontières de la malignité, j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que c'est des tumeurs qui ont donc des lésions histologiques semblables au cancer. Même l'échographie et l'imagerie, donc on retrouve des images qui sont semblables aux images des cancers, mais il ne s'agit pas de cancer, ils ont globalement un bon pronostic. Donc, quand on fait par exemple une chirurgie, il suffit de faire une annexectomie. Si l'anapathe nous répond que c'est une tumeur borderline, donc on est rassuré, le traitement suffit. Si l'anapathe répond que c'est un cancer, on reprend la patiente pour une chirurgie carcinologique. Voilà, donc on va commencer par les tumeurs ovariennes bénignes. Donc il faut savoir que c'est des tumeurs très fréquentes. Elles sont plus fréquentes bien sûr que les cancers. En effet, dans 90% des tumeurs de l'ovaire sont bénignes. Elles surviennent souvent chez la femme jeune, mais on peut les retrouver aussi chez les femmes ménopausées, avec une prévalence estimée entre 14 et 18%. Les tumeurs ovariennes bénignes peuvent être de nature fonctionnelle ou organique. Donc, c'est quoi un kyste fonctionnel? Il faut savoir que les kystes fonctionnels, contrairement aux kystes organiques, sont liés à un dysfonctionnement hormonal et vont disparaître spontanément après quelques semaines, après quelques cycles. Donc, on règle après 3-4 mois maximum. Donc, vous savez que le cycle menstruel comporte deux phases. On a une phase folliculaire et une phase lutéale. Donc, lorsque ce dysfonctionnement survient durant la première phase, on aura un kyste folliculaire dont le diamètre est supérieur à 3 cm. Et lorsque le dysfonctionnement survient durant la phase lutéale, on aura un kyste lutéinique. Donc, ces kystes vont disparaître dans les 3 mois et ne nécessitent aucun traitement. Bien sûr, si ce kyste persiste au-delà de 3-4 mois, il s'agit donc d'un kyste organique et non pas fonctionnel. Et là, donc, on opère la patiente sous célioscopie. Bien sûr, la définition des tumeurs ovariennes bénignes exclut d'emblée les tumeurs identifiées comme malignes ou borderline et exclut également le syndrome des ovaires polykystiques. C'est quoi? Donc, c'est la maladie hormonale la plus fréquente chez la femme en âge de procréer, donc, qui peut donc entraîner des troubles de la fertilité, un hirsutisme, des troubles métaboliques, un type de diabète et d'HTA. L'échographie donc va retrouver un ovaire augmenté de volume et c'est un ovaire qui contient plus de 20 follicules dont le diamètre est inférieur à 9 mm, sachant qu'un ovaire normal en phase folliculaire contient 5 à 10 follicules d'environ donc 5 mm. Donc, c'est un ovaire augmenté de volume et ce n'est pas une tumeur bénigne de l'ovaire. Pour le diagnostic, il faut savoir donc qu'il y a des signes cliniques et notamment échographiques qui peuvent orienter vers la bénignité ou la malignité.
Mais le diagnostic de certitude est fait par l'examen ANAPAT. Donc, on a beau avoir des échographies, des IRM en faveur des tumeurs bénignes. Ensuite, quand on opère la patiente, l'ANAPAT revient en faveur d'un cancer de l'ovaire. Donc, toute pièce ANAPAT, il faut envoyer toute pièce opératoire à l'ANAPAT. Ensuite, on passe à l'examen clinique. Quelles sont les circonstances de découverte? Donc, il faut savoir que le diagnostic de tumeur bénigne se fait le plus souvent de façon fortuite, lors d'une échographie pour un autre motif de consultation, par exemple. Parfois, lors d'une consultation pour douleur pelvienne ou une gêne ou une sensation de pesanteur notamment. La patiente peut consulter pour une augmentation du volume de l'abdomen. Il faut savoir aussi que lorsque la tumeur est volumineuse, il peut y avoir des signes compressifs, notamment donc sur la vessie. On aura donc une pollacurie et une compression aussi sur le rectum qui se manifeste par une constipation. La patiente peut consulter aussi pour des troubles du cycle, soit une aménorrhée, soit des métrorragies. Le diagnostic donc, peut être posé suite à des complications, notamment la torsion de l'ovaire, donc qu'on va voir par la suite, qui est une complication fréquente aux urgences de gynécologie. Donc voilà, donc devant la découverte d'une tumeur ovarienne d'allure bénigne, l'interrogatoire va rechercher notamment les antécédents personnels et familiaux de cancer gynécologique. Il faut toujours garder à l'esprit la suspicion de cancer de l'ovaire. Donc, on recherche des antécédents personnels familiaux de cancer gynécologique, d'un cancer de l'ovaire dans la famille, un cancer du sein et un cancer colorectal. Donc, l'interrogatoire va préciser aussi la gestité, la parité, la date des dernières règles, pour éliminer la date des dernières règles, pour éliminer une grossesse extra-utérine qui est constituée donc un diagnostic différentiel avec la tumeur ovarienne. Interroger la patiente sur le statut ménopausique. Pourquoi? Parce que déjà, chez la femme ménopausée, on ne retrouve jamais de kyste fonctionnel. Donc, si on retrouve un kyste anéchogène, ce n'est pas un kyste fonctionnel. Il faut savoir aussi que 30% des tumeurs ovariennes après la ménopause sont des cancers. Donc, il faut bien explorer la patiente. On interroge aussi la patiente sur le mode de contraception et sur un éventuel traitement hormonal de la ménopause. On recherche la notion de douleur pelvienne et des troubles du cycle menstruel. L'examen clinique, donc, on commence par la palpation abdominale à la recherche d'une masse pelvienne. Ensuite, on réalise un examen gynécologique. On commence toujours par l'examen des seins pour dépister un nodule mammaire. Ensuite, un examen au spéculum à la recherche d'une lésion cervicale ou vaginale ou de saignement. Les touchés, donc vaginal et rectal combinés au palpé abdominal va rechercher une masse latéro-utérine et permet d'évaluer ses caractéristiques. Donc, notamment lorsque la masse elle est mobile, c'est en faveur de la bénignité. Lorsqu'elle est fixée et solide, elle est en faveur du cancer. En cas de tumeur ovarienne, on retrouve un sillon de séparation entre la tumeur et l'utérus. Ensuite, donc, on termine l'examen par la palpation des aires ganglionnaires. On passe aux examens complémentaires. Donc, le premier examen qu'il faut faire, c'est l'échographie. Donc, on la réalise par voie abdominale, puis par voie endovaginale. Donc, l'échographie va confirmer l'existence de tumeurs. Elle permet de préciser donc sa taille, sa localisation, son écostructure, c'est-à-dire le contenu, est-ce qu'il est homogène ou hétérogène? Est-ce qu'il y a des parties solides comme des végétations qui sont en faveur de la malignité, les cloisons qui vont délimiter
le kyste en logette, qui est aussi un facteur de mauvais, de cancer de l'ovaire. Ensuite, donc, il y a des signes en faveur de la bénignité et des signes en faveur de la malignité. Donc, la tumeur bénigne a une taille le plus souvent inférieure à 7 cm. Sa paroi, elle est fine, contrairement au cancer. Les contours sont réguliers. Son contenu est homogène. Le cancer de l'ovaire est souvent hétérogène. On n'y retrouve pas de végétation ni de cloison, contrairement au cancer. Et on ne retrouve pas au Doppler une vascularisation anarchique. Et on ne retrouve pas aussi des signes associés qu'on retrouve dans le cancer et qui sont l'acide ou la présence d'autres masses comme un nodule de carcinose péritonéale. Il faut savoir qu'il n'est pas recommandé de réaliser une IRM pelvienne ou des marqueurs tumoraux devant des signes de bénignité. Donc, on les prescrit en cas de suspicion de cancer de l'ovaire. Après, on passe aux étiologies. Les étiologies donc, des tumeurs ovariennes bénignes. Premièrement, on a le kyste fonctionnel qui représente la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en période d'activité génitale. Donc, généralement, on ne se voit jamais chez la femme ménopausée parce qu'il n'y a plus de fonction hormonale. On peut avoir deux types, soit un kyste folliculaire, soit un kyste lutéinique. Le diamètre est supérieur à 3 cm. Il faut savoir qu'ils sont toujours bénins. Il est le plus souvent asymptomatique et va disparaître spontanément. Qu'est-ce qu'il faut faire? On préconise la surveillance et refaire une échographie après 3 mois. Il n'y a aucun traitement ni médical ni chirurgical. Si le kyste ne disparaît pas au bout de 3-4 mois, donc il n'est pas fonctionnel, il est organique. Donc, deuxièmement, nous avons les kystes bénins organiques qui n'ont aucun lien avec le cycle menstruel. Nous avons les tumeurs épithéliales qui se développent donc à partir de l'épithélium de l'ovaire. On a 3 types anatomopathologiques. Les tumeurs séreuses sont les tumeurs les plus fréquentes. On a aussi les tumeurs mucineuses et l'endométrium qui correspond à une localisation ovarienne d'un nodule endométriosique et qui contient un liquide brun chocolat. Ensuite, les tumeurs germinales. Il faut savoir que l'unique tumeur germinale bénigne est le tératome mature, qu'on appelle aussi le kyste dermoïde. Donc, le contenu de ces kystes est hétérogène. Ils peuvent contenir des poils, des dents, des os, et des cheveux, la graisse. Enfin, nous avons les tumeurs stromales qui se développent à partir du tissu conjonctif, qui peuvent être des fibromes ou bien des fibrotécomes. Le traitement donc de ces tumeurs bénignes se fait par une kystéctomie sous célioscopie. Bien sûr, il faut extraire le kyste dans un endobac. Donc après les étiologies, on va voir les complications des tumeurs ovariennes bénignes. Donc la complication la plus fréquente et la plus grave est la torsion annexiale. Pourquoi grave? Donc parce qu'elle met en jeu le pronostic fonctionnel de l'ovaire. Voilà, donc l'ovaire sous l'effet du poids de la tumeur, généralement c'est avec le kyste dermoïde. Donc l'ovaire devient lourd et va se tordre autour de son axe vasculaire. Donc, la torsion constitue une urgence chirurgicale. Il faut opérer la patiente avant les 6 heures pour conserver l'ovaire. On réalise une détorsion en urgence.
Quels sont les symptômes? Donc, la patiente consulte le plus souvent pour une douleur pelvienne aiguë, donc le plus souvent associée à des nausées ou des vomissements. L'examen clinique retrouve une sensibilité, parfois une défense. Et l'échographie va nous montrer un ovaire augmenté de volume, qui est souvent ascensionné, donc avec présence d'un kyste. Parfois, donc, on peut voir à l'échographie les tours de Spear. Et lorsque la torsion est ancienne, donc le Doppler nous montre un arrêt de la vascularisation de l'ovaire et c'est un signe de nécrose ovarienne. Le traitement donc se fait par célioscopie. On réalise en urgence donc une détorsion de l'index et une kystectomie. Voilà donc une autre complication qui est l'hémorragie intrakystique, donc, qui se manifeste par une douleur pelvienne d'installation brutale. À l'échographie, le kyste est hétérogène. Donc, cet aspect blanc qu'on voit sur l'image correspond au son qui existe à l'intérieur du kyste. Donc, il faut savoir que la prise en charge, elle est symptomatique. Donc, on n'opère pas les kystes hémorragiques. On préconise donc le repos et on peut avoir aussi et on peut prescrire des antalgiques et des anti-inflammatoires. On a aussi une autre complication qui est la rupture du kyste, qui réalise une douleur qui va céder spontanément dans un deuxième temps. Donc, à l'échographie, on ne retrouve pas de kyste, mais un épanchement péritonéal. Donc, le diagnostic est facile lorsqu'on sait que la patiente avait auparavant un kyste de l'ovaire. Voilà, donc on a terminé avec les tumeurs bénignes. On passe au cancer de l'ovaire. Tout d'abord, donc, c'est le 4e cancer gynécologique par ordre de fréquence et constitue donc la première cause de mortalité par cancer gynécologique. Il survient le plus souvent chez les femmes de plus de 45 ans. Il faut savoir que le cancer de l'ovaire reste le plus souvent asymptomatique. Donc, en plus, il n'y a aucun test de dépistage. C'est pourquoi le diagnostic précoce est rarement fait. Donc, en effet, 75% des cancers de l'ovaire sont découverts à un stade évolué, donc au stade 3 ou 4 de la FIGO, rendant ainsi le pronostic sombre. Donc, ceci explique le taux de mortalité élevé par cancer de l'ovaire. Donc, contrairement par exemple au cancer du sein et le col, où le dépistage permet de faire le diagnostic à un stade précoce. Et aussi le cancer de l'endomètre qui se manifeste souvent par des métrorragies. Donc, le cancer de l'ovaire est asymptomatique. Il n'y a aucun test actuellement de dépistage. Et l'évolution va donner un envahissement péritonéal et une extension lymphatique, donnant donc une carcinose péritonéale et des ganglions infiltrés. Ensuite, quels sont les facteurs de risque du cancer de l'ovaire? Donc, on a des facteurs gynécologiques et des facteurs héréditaires. Donc, pour les facteurs gynécologiques, il faut savoir que toutes les situations qui augmentent le nombre d'ovulations durant la vie constituent un facteur de risque de cancer de l'ovaire. Donc, à savoir la nulliparité, une première grossesse tardive et l'infertilité. Et le contraire, la multiparité, la contraception orale et l'allaitement constituent des facteurs protecteurs. Nous avons aussi donc les facteurs héréditaires qui sont les antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, de l'ovaire, de l'endomètre et du côlon. Donc ensuite, on a les syndromes héréditaires on a le syndrome familial de cancer de l'ovaire où on retrouve plusieurs cas de cancer de l'ovaire au sein de la même famille. On a le syndrome sein-ovaire par mutation BRCA1, BRCA2. Donc, on retrouve plusieurs cas de cancer du sein
et du cancer de l'ovaire au sein de la même famille. Nous avons aussi le syndrome de Lynch, donc, qui constitue une association familiale de cancer de l'ovaire, cancer du sein, de l'endomètre et du côlon. Il faut savoir aussi que l'âge supérieur à 50 ans et les antécédents d'irradiation pelvienne constituent des facteurs de risque. On passe ensuite à l'ANAPAT. Donc, comme pour les tumeurs bénignes, il existe des tumeurs épithéliales malignes qui sont les plus fréquentes. Donc, on a le cystadénocarcinome séreux, qui sont donc les cancers les plus fréquents. On a aussi le cystadénocarcinome mucineux. On a le carcinome épidermoïde. On a les cancers à cellules claires et les tumeurs de Brenner. Ensuite, nous avons aussi les tumeurs germinales malignes qui sont les dysgerminomes ou séminomes. On a aussi le tératome immature. On a le choriocarcinome. Et ensuite, on a les tumeurs stromales malignes, donc qui sont les tumeurs de la granulosa, qui sécrètent les œstrogènes. Et les tumeurs donc, à cellules de Sertoli et de Leydig, qui sont androgéno-sécrétantes et qui sont donc à l'origine d'un syndrome de virilisation. Donc la patiente va consulter pour une aménorrhée, une rosité de la voix, un hirsutisme et une hypertrophie du clitoris. Ensuite, on a les tumeurs donc, métastatiques, qu'on appelle les tumeurs secondaires. Donc, le syndrome le plus fréquent est le syndrome de Krukenberg, donc, qui correspond à une métastase ovarienne d'un cancer digestif, donc le plus souvent gastrique, ou bien métastase d'un cancer du sein et des organes pelviens. Ensuite, on va parler de l'extension du cancer de l'ovaire. Elle est essentiellement donc péritonéale et lymphatique, qui se traduit par une carcinose péritonéale donc, et une extension vers les ganglions iliaques et lombo-aortiques. L'extension donc hématique va donner des métastases hépatiques, pulmonaires et osseuses. On passe au diagnostic. Donc, malheureusement, le cancer de l'ovaire reste longtemps asymptomatique et les signes sont souvent retrouvés à un stade tardif, donc où la patiente va consulter pour des douleurs pelviennes ou abdominopelviennes, ou suite à l'augmentation du volume de l'abdomen. Parfois, on retrouve donc des saignements. Parfois, la patiente consulte pour des signes de compression, donc sur la vessie, sur le rectum et sur les vaisseaux. Donc, on retrouve des œdèmes des membres inférieurs. On a aussi une compression radiculaire donnant une sciatalgie. On peut retrouver une altération de l'état général et une dyspnée, soit à cause de l'épanchement pleural ou de l'acide, retrouvée dans les stades avancés. On peut avoir un syndrome endocrinien avec notamment les tumeurs androgéno-sécrétantes, donc qu'on appelle le syndrome de virilisation. Et la découverte peut être fortuite à l'échographie. Donc, on passe à l'examen clinique. L'interrogatoire va rechercher les antécédents personnels familiaux, notamment de cancer. Il va évaluer les signes généraux et fonctionnels. Donc, l'examen clinique commence par évaluer l'état général de la patiente. L'examen abdominal, déjà l'inspection peut retrouver une distension abdominale. Ensuite, on réalise une palpation associée à la percussion de l'abdomen à la recherche d'une masse palpable, d'une acide ou de nodules péritonéaux. L'examen gynécologique, commence toujours par l'examen systématique des seins, un examen au spéculum et surtout le toucher vaginal combiné au palpé qui va retrouver une masse souvent fixée
Et on termine l'examen par la palpation des aires ganglionnaires. On passe aux examens paracliniques. D'abord, l'échographie par voie abdominale, ensuite par voie endovaginale. Donc, l'échographie va retrouver des signes échographiques en faveur de la malignité. Donc, on retrouve une image hétérogène, à parois souvent épaisses, à contours irréguliers, avec présence de végétation qui sont des parties solides qu'on voit sur l'image. Donc, le kyste, il est anéchogène. Le noir, c'est le liquide et le blanc, c'est la partie solide. Donc, la présence de végétation qui peuvent être intrakystiques ou extrakystiques. On peut retrouver aussi des cloisons intrakystiques donnant un aspect multiloculé à la tumeur. Donc, devant cet aspect, on complète l'examen par une IRM abdominopelvienne, donc qui va nous permettre de mieux caractériser la tumeur. Elle permet de réaliser un bilan d'extension et d'établir une classification selon FIGO. Donc FIGO, c'est la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. Donc ils ont établi une classification. Ensuite, donc, le scanner abdominopelvien va rechercher des adénopathies suspectes et des métastases à distance. Aussi les marqueurs tumoraux qu'on réalise sur des prélèvements sanguins. Donc, on a surtout le CA125 qui est élevé généralement dans le cancer type séreux. Donc, il a une valeur que lorsque donc, le CA125 est élevé avant l'intervention. Donc, il va nous permettre la surveillance d'un cancer opéré. Donc, quand on opère, normalement, le taux de CA125 se normalise 3 mois après l'intervention si le résidu, donc si l'exérèse chirurgicale est complète. Lorsqu'il reste un résidu tumoral, notamment dans les stades avancés, le CA125 reste élevé et c'est un facteur de mauvais pronostic. On a aussi, ensuite d'autres marqueurs qui sont le CA199. Là, c'est eux qu'on demande de manière systématique. Et on a l'alpha-fétoprotéine et le taux bêta-ACG, qui sont élevés dans les tumeurs germinaires. On passe à la classification FIGO. Donc, c'est une classification, donc, nous avons 4 stades. Le premier stade donc, concerne les tumeurs limitées aux ovaires. On a le stade 1A, où un seul ovaire est atteint, sans tumeur visible à la surface, ni rupture capsulaire, et la cytologie péritonéale est négative. Le stade 1B, les 2 ovaires sont atteints avec une tumeur visible à leur surface, plutôt sans tumeur visible à leur surface, ni rupture capsulaire et cytologie péritonéale négative. Et le stade 1C, où on a donc un envahissement, une rupture capsulaire ou une acide ou cytologie péritonéale positive. Le stade 2, la tumeur, elle est unique ou bilatérale étendue à au moins un organe pelvien. Donc, le 2A, on a une atteinte de l'utérus et ou de la trompe avec une cytologie négative. Le stade 2B, on a une atteinte d'autres organes pelviens qui sont donc la vessie, le sigmoïde et le rectum, et la cytologie péritonéale est négative. Le stade 2C, qui correspond à une tumeur stade 2A ou 2B avec cytologie positive. Dans le stade 3, on a une extension péritonéale, abdominale et ou ganglionnaire régionale. Le stade 4 correspond à des métastases à distance dans les ganglions périphériques. Ensuite, on passe au traitement du cancer de l'ovaire. Donc, il faut savoir que le traitement repose sur la chirurgie et la chimiothérapie.
Donc, le premier temps, c'est la chirurgie qui peut avoir plusieurs intérêts. Donc, déjà, la chirurgie permet de confirmer le diagnostic de l'ovaire par la réalisation d'un examen anatomopathologique extemporané, c'est-à-dire, par exemple, on réalise une annexectomie ou une biopsie tumorale et on envoie la pièce à l'anapathe et on aura une réponse rapide dans les 15 minutes. Donc, elle a un intérêt particulier en cas de tumeur ovarienne suspecte chez la femme jeune. Donc, si l'anapathe revient en faveur d'une tumeur bénigne, on réalise une kystectomie ou annexectomie selon la tumeur. Si l'anapathe nous répond que c'est un cancer, on réalise un traitement carcinologique. Donc, la chirurgie a un autre intérêt qui est pronostic, donc en réalisant un bilan d'extension péropératoire et permet d'établir la classification FIGO. Et bien sûr, un intérêt thérapeutique par la réalisation d'une exérèse complète sans laisser de tissu néoplasique, qu'on appelle le résidu tumoral. Donc, on essaie au maximum d'enlever toute la tumeur. Donc, ce n'est pas vraiment évident lorsque on est au stade 3 ou 4 de la FIGO. Donc, l'intervention consiste à réaliser une laparotomie xiphopubienne. Donc, dans un premier temps, on commence par l'exploration abdominopelvienne. On réalise ensuite une cytologie péritonéale. La chirurgie consiste à réaliser une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale, une omentectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'épiplan. On réalise un curage ganglionnaire pelvien et lombo-aortique. On réalise une appendicectomie qui est souvent le siège d'une métastase, surtout avec les tumeurs mucineuses malignes. Et on réalise aussi de multiples biopsies péritonéales. Après la chirurgie, on passe à la chimiothérapie. Donc, sachant que le cancer de l'ovaire est très chimiosensible, donc classiquement, on réalise 6 cycles de chimiothérapie adjuvante. Ensuite, après le traitement, la surveillance doit être régulière, donc tous les 4 mois pendant 2 ans. Ensuite, tous les 6 mois pendant 3 ans, puis chaque année. Donc, comment faire? Donc, on réalise un examen clinique complet et le dosage de marqueurs tumoraux. En cas de suspicion de récidive, on réalise un scanner abdominopelvien. Quels sont les facteurs pronostiques du cancer de l'ovaire? Donc, il faut savoir que la réduction tumorale complète est le principal facteur pronostic. Ensuite, bien sûr, les stades précoces sont des facteurs de bon pronostic. On a aussi le type histologique. Il faut savoir que les tumeurs malignes mucineuses endométrioïdes et à cellules claires ont un meilleur pronostic que les tumeurs malignes séreuses. Ensuite, le grade de différenciation histologique. Il faut savoir que les cancers indifférenciés sont de mauvais pronostics. Il y a aussi la réponse de la tumeur à la chimiothérapie. On a la cinétique du CA125, donc qui doit se normaliser à 3 mois, si la réduction est complète. Bien sûr, l'âge et l'état général constituent des facteurs pronostiques. Donc, voilà, donc en conclusion, les tumeurs ovariennes englobent le kyste fonctionnel qui disparaît spontanément donc après plusieurs cycles. Et le kyste organique peut être bénin ou malin. Donc, il faut savoir que même si le kyste organique est le plus souvent bénin, il peut s'agir d'un cancer. Donc, l'indication opératoire est systématique. Le cancer de l'ovaire est de mauvais pronostic car souvent asymptomatique.
il n'est découvert qu'à un stade avancé et le résidu tumoral après chirurgie constitue l'élément le pronostic le plus important. Voilà, donc merci pour votre attention. Allô? Merci à vous, docteur. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Ouais. Vous nous disiez que le cancer de l'ovaire, il est vraiment asymptomatique dans la plupart des cas, Oui. mais comment on peut se douter qu'une femme a un cancer de l'ovaire? Yani, quels sont les indices qu'on pourrait avoir?